va parler maintenant d'intelligence artificielle, puisque en un an, cette intelligence artificielle générative s'est imposée, ouvrant la voie à un bouleversement de nos modes de vie, tant au travail que dans nos loisirs. Un tsunami dont nous ne voyons aujourd'hui que les premières vagues et qui soulève d'immenses défis à la fois politiques, économiques et sociétaux. Alors qu'allons-nous faire de ce surcroît d'intelligence gratuite, abondante? Jusqu'où voulons-nous qu'elle se substitue au travail humain? Et comment nos sociétés vont-elles évoluer avec? Il y a donc énormément de questions autour de l'intelligence artificielle et nous allons tâcher d'y répondre avec nos trois invités, Olivier Lascar, Georges Naon et le sociologue Nathan Stern. Je vous demande à tous les trois de venir me rejoindre ici. Je vais vous demander de prendre place, voilà, à mes côtés. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Voilà, très bien. Donc, je vous présente Olivier Lascar, rédacteur en chef de Sciences et Avenir. À ce titre, vous suivez depuis des années l'évolution, évidemment, l'émergence des nouvelles technologies et de leurs applications. Georges Naon, conseiller en innovation et technologie. Vous êtes l'ancien directeur général d'Orange à San Francisco. Vous avez longtemps vécu dans cette Silicon Valley où vous avez pu observer un peu toute l'émergence de ces nouvelles technologies. Vous allez nous en parler. Et puis Nathan Stern, sociologue, directeur des études au sein d'Altavia. C'est un groupe de communication dédié au retail. Alors, merci donc à tous les trois d'être avec nous. Je le disais en introduction, l'intelligence artificielle générative s'est imposée en une année, une vraie déferlante. Ça pourrait être pas mal au début de cette table ronde, Georges Naon, de définir exactement ce qu'est l'intelligence artificielle générative. Oui, bonjour, merci. Oui, en fait, l'intelligence artificielle est assez ancienne. Grosso modo, on l'a fait remonter à 1956. Et elle a commencé à se répandre dans les entreprises et dans la vie économique il y a 7-8 ans. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une série d'algorithmes, donc de logiciels, qui tentent d'imiter le fonctionnement du cerveau humain, donc, et en particulier des réseaux de neurones, les réseaux neuronaux. Donc on essaye de simuler. Et il a fallu énormément de travail, d'intelligence naturelle pour y arriver. Et il y a eu une confluence de trois choses ces derniers temps qui ont permis l'explosion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA générative. Alors la première chose, ce sont les algorithmes. Donc les modèles mathématiques sont devenus extrêmement sophistiqués. Il y a une collaboration mondiale très, très forte là-dessus. La deuxième chose, c'est l'avancement dans le domaine des puces électroniques. Donc les puces aujourd'hui qui sont disponibles n'existaient pas il y a ne serait-ce que 5-10 ans. Et donc elles permettent de faire des choses littéralement qu'on ne pouvait pas faire avant. Et enfin, pour pouvoir former ces intelligences artificielles, ces modèles, des modèles linguistiques ou de langage, il fallait des informations pour les entraîner à les lire, à les comprendre, entre guillemets. Et là, il y avait l'Internet immense, l'immense Internet public disponible à toutes ces sociétés qui voulaient former les algorithmes. L'intelligence artificielle générative qui est apparue en fait il y a un peu plus d'un an et demi, c'est une variation de l'intelligence artificielle. Donc imaginez que l'intelligence artificielle c'est un produit fermé dans les entreprises comme le début d'Internet était dans les laboratoires du gouvernement américain. Et puis un beau jour, on trouve une technologie qui permet de le mettre à la disposition de tout le monde. Souvenez-vous de l'ordinateur personnel. Au début, c'était un peu pour les geeks. Ensuite, il y a eu les interfaces graphiques et la souris. Tout d'un coup, le monde entier y est venu. Internet, au début, était un truc un peu réservé au laboratoire. Et puis, on a fait apparaître le navigateur. Et là, tout le monde y est allé, avec le PC d'abord, le Mac, et ensuite les téléphones. Pour l'IA génératif, c'est l'IA génératif qui est venu avec ce produit ChatGPT qu'a lancé la société californienne OpenAI, qui en fait a donné l'accès au monde entier, brutalement, aux potentialités de l'IA génératif, l'IA naturelle sous toutes ses formes. C'est vrai qu'Olivier Lascar, ça a été une vraie déferlante, ce moment ChatGPT. L'arrivée de ChatGPT, c'est un peu comme un moment de sidération.
Alors c'est très troublant pour un média comme celui où je travaille, puisque Science et Avenir, c'est un magazine de vulgarisation scientifique qui existe depuis belle lurette, j'allais dire, 1947, mais qui se double aujourd'hui d'un site web qui traite en quotidien de l'actualité des sciences. Et effectivement, depuis fort longtemps, l'intelligence artificielle, pour nous, c'était un sujet éditorial. Ça a été rappelé par Georges Naon, l'intelligence artificielle, c'est une histoire ancienne. Il y a différents marqueurs, différentes époques. On peut citer quand même la figure d'Alan Turing, le scientifique britannique qui a été déterminant au moment de la Seconde Guerre mondiale, dans l'épisode crucial du craquage, du décryptage de la machine Enigma, puisque Enigma, c'était cette machine qui était contenue dans une simple mallette, un dispositif électrico-mécanique qui permettait aux nazis de coder les coordonnées de leurs sous-marins dans l'Atlantique Nord. Et grâce à une équipe dont faisait partie Turing, les Alliés sont parvenus à décrypter cette machine. À partir de là, Turing a continué à travailler dans cette veine et il a été considéré comme un des pères de l'informatique, l'un des pères des ordinateurs. Et de façon plus proche du sujet qui nous habite aujourd'hui, il est l'un des premiers à avoir imaginé l'intelligence artificielle. Et là, il y a une date importante qui est celle de 1950, avec un papier important dans une revue de spécialistes qui s'appelait Mind, et dans laquelle Turing évoque quelque chose qu'il appelle le test de l'imitation ou le jeu de l'imitation. Et à ce moment-là, il dit, d'ici 50 ans, si je me souviens bien, on parviendra à faire des ordinateurs avec lesquels on échangera sans être capable de savoir si c'est une machine ou si c'est un humain en face de vous, qui nous répond, en face de nous. Pendant longtemps, ce jeu de l'imitation, ça a été un Eldorado pour les informaticiens. Il fallait le battre. Pendant des années, à Science et Avenir, on a chroniqué comme ça des logiciels qui, de temps en temps, prétendaient passer le test de Turing. Il y a eu, il y a 6-7 ans, par exemple, un logiciel qui a été appelé Eugene Gutzmann, qui a fait le titre de toute la presse spécialisée, de toute la presse de vulgarisation scientifique, parce que c'était le premier logiciel qui avait battu le test de Turing. Alors quand on s'y intéressait un peu plus finement, on voyait que c'était un logiciel qui était codé pour faire semblant d'être un enfant de 13 ans parlant anglais, mais d'origine ukrainienne. Donc ça fait pas mal de biais quand même dans la conversation. Et le leur a duré le temps d'un échange de 5 minutes. Et à cette époque-là, certains disaient il a battu le test de Turing, d'autres disaient non, il y a trop de biais, quoi, il y a trop de paramètres, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le test de Turing, ça paraît une obsolescence totale. ChatGPT a fait voler ça en éclats. Et aujourd'hui, la problématique pour des gens comme nous, les journalistes, c'est que ce sujet un peu déplacé, lointain, ce sujet éditorial, il est devenu un sujet de préoccupation au quotidien. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Alors justement, Nathan Stern, quand on parle de l'intelligence artificielle, ce sont beaucoup de peurs, de craintes qui se font jour. Est-ce que vous estimez que ces risques sont comparables à ceux évoqués pour d'autres nouvelles technologies ? Alors bonjour à tous. Je vais répondre avec plaisir à votre question. Je propose peut-être de donner un peu la parole à l'IA. On va beaucoup parler d'elle et l'idée serait peut-être de lui donner l'occasion d'être un peu parmi nous. On avait quelques photos, mais je ne sais pas si elles vont arriver. Allez-y, développez votre propos et puis je suis sûre qu'elles vont arriver. Formidable. Donc, ces images, je vais en dire un tout petit mot en espérant qu'elles arrivent. Ce sont des images que j'ai créées avec une IA générative qui est capable de produire des images, qui s'appelle Midjourney. Et ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui m'a donné envie de les partager avec vous, c'est que ce sont des images qui sont des simulations, c'est pas ça? Non, on n'y arrive pas. C'est pas ça non plus. Ce sont des images... c'est pas ça non plus. On est battu. Voilà.
C'est un coup de l'IA. C'est un coup de l'IA. Qui sont inspirés d'un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Edward Hopper, qui était un grand amoureux de la France. Ça y est, Voilà. c'est nous. Un grand amoureux de la France, et c'est aussi un témoin du déploiement extravagant, extraordinaire de l'American Way of Life. Et il documente avec beaucoup de sensibilité comment la croissance, comment le matérialisme, comment la richesse s'accompagne d'une forme de mélancolie, de doute, de sentiment d'absence ou de vide. Et donc j'ai demandé à Edward Hopper, paix à son âme, de produire de nouvelles œuvres, mais qui seraient des œuvres qui documenteraient le monde d'aujourd'hui. Donc on peut un peu faire défiler ces œuvres. Elles racontent avec, je trouve, beaucoup de créativité et avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et vous entendez les mots que je prononce, hein, c'est ceux traditionnellement qu'on oppose à l'intelligence humaine, hein, créativité, sensibilité, intelligence émotionnelle. Elle crée le prompt, enfin, les consignes que j'ai pu donner à cette machine pour qu'elle mette au monde ces œuvres illustrent le fait que je ne suis pas peintre, je ne suis pas illustrateur. Aucun humain n'aurait pu produire dans le délai, on parle de peut-être 1h30, 2 heures de travail, toutes ces œuvres qui sont à un degré de finition, de cohérence et un petit peu incomparable. Donc on est en train de contempler des œuvres qui sont uniques, qui sont singulières, qui ne sont pas des reproductions et qui témoignent d'une compréhension très très profonde de ce que ça veut dire Edward Hopper en termes de couleur, de forme, de perspective, d'émotion, de dominante presque spirituelle. Voilà. Donc là j'ai demandé Starbucks, raconte-moi un Starbucks aujourd'hui avec chacun enfermé dans sa petite bulle d'information. Voilà. Je trouve que tout ça est troublant et nous permet de ne pas être tant que ça rassurés sur le fait que ce serait une forme de version un peu mécanique de notre propre intelligence. Après ce préambule un peu interminable, peut-être trop long, je vais y répondre à la question sur les peurs et sur les risques. D'abord, je vais donner un élément de contexte. C'est que les risques, on les connaît, c'est qu'on n'arrive pas à donner envie aux uns et aux autres de se passer de SUV, on n'arrive pas aux uns et aux autres à entraver cette marche terrible vers la pyrolyse de notre planète. Donc on n'est pas dans une situation idyllique où dans un ciel parfaitement bleu, l'IA débarquerait. On a des gros problèmes qu'on n'arrive pas du tout à régler. Et la COP imminente en témoigne bien. On n'y arrive pas avec nos cerveaux, avec nos technologies. On ne sait pas quoi faire pour freiner un petit peu cette dégradation des conditions de notre survie, cette dégradation de l'habitabilité de la Terre. Et je parle de ce problème-là, mais je pourrais en évoquer bien d'autres. Alors bien sûr, ce qu'on peut observer, c'est que le pouvoir a toujours été à ceux qui, à l'espèce la plus intelligente. Pourquoi Sapiens domine la Terre aujourd'hui? Parce que nous avons les plus grandes capacités de coopération, de cognition, de mémoire. Et donc nous produisons en ce moment un nouveau type de créature qui nous dépasse largement sur le plan de la mémoire, de la capacité de traitement, de la capacité à exploiter une quantité importante d'informations. Et donc effectivement, des gens plutôt éclairés s'inquiètent que le pouvoir bascule de Sapiens à ceux des Sapiens qui utiliseraient avec une forme de grande pertinence ces outils mis à leur disposition, et peut-être à un moment donné, les outils eux-mêmes prendraient le pouvoir. Donc ça, c'est vrai que ça peut beaucoup inquiéter. Et quand on regarde une journée type dans la vie d'un homme comme moi, par exemple, il y a un certain nombre d'heures passées sur ChatGPT. ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs chaque semaine qui s'appuient sur le travail de 700 ingénieurs. 700. Donc vous voyez le ratio. Ensuite, je vais passer du temps sur WhatsApp. WhatsApp, c'est quelques milliers d'ingénieurs qui alimentent les conversations de milliards d'humains. Peut-être je vais faire un saut sur Facebook. Là encore, les ratios sont terribles. Et au fond, nos journées, à quoi elles ressemblent? À des moments passés d'un écran à l'autre pour interagir avec nos familles, nos amis, etc. Mais en fait, on passe quand même du temps devant des écrans qui sont pris en charge par des algorithmes qui vont déterminer
Voilà. Et quand je vais prendre ma voiture pour aller quelque part, je vais demander à Waze de me dire ce que je dois faire, où je dois aller, et ainsi de suite. Donc on est déjà aujourd'hui très dépendant, comme on l'a dit, et très désireux d'amplifier encore notre dépendance, puisqu'à chaque fois qu'un outil survient, on se dit formidable, je vais être plus efficace grâce à cet outil, je vais gagner du temps, je vais gagner de l'argent. Et voilà, tout ça pose des questions, donc on a affaire à un risque où il y a une très forte notion de consentement de la part de ceux qui se jettent à pieds joints, moi le premier, dans l'utilisation de ces technologies qui représentent des risques. Georges Naou, vous partagez ces questions existentielles autour de l'intelligence artificielle et de la crainte que la créature échappe à l'homme, à son créateur? Oui, alors il y a un techno-pessimisme qui se répand un peu partout dans la planète. Enfin, et qui est très fort autour de l'intelligence artificielle. Qui est très fort autour de l'intelligence artificielle, parce que peut-être que pour la première fois, on a donné naissance à quelque chose qui ne répond pas de façon précise à des règles comme l'informatique qui répond toujours la même chose, à la même demande. Là, si vous avez utilisé plusieurs fois ChatGPT, vous avez bien vu que si vous posez 10 fois la même question, vous aurez 10 réponses différentes. Donc c'est un système probabiliste qui est un peu déroutant parce qu'on ne sait pas vraiment remonter en arrière. Et il y a déjà cette crainte qui est là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans les entrailles de ces systèmes? Bon, ça va un peu mieux maintenant qu'il y a un an. On commence à mieux comprendre et maîtriser ces systèmes, surtout dans la façon dont on les conçoit. Maintenant, on les conçoit un peu plus avec ses préoccupations éthiques et autres. Le risque, en fait, quand on regarde l'histoire des technologies, sans passer trop de temps là-dessus, chaque fois qu'il y a eu une nouvelle technologie vraiment en rupture, on a eu peur. On a retrouvé les mêmes craintes, les mêmes fantasmes. Oui, alors il y a eu le nucléaire, bien sûr, mais plus proche de nous, il y a eu le bug de l'an 2000, par exemple, en informatique. C'est plus prosaïque. Hein. Enfin, tout le monde avait peur que les avions s'arrêtent, que les hôpitaux s'arrêtent de fonctionner. Enfin, il y avait une vision cauchemardesque de ce qui pouvait arriver, et plus proche, bien sûr, les histoires de vaccins, ce genre de choses. Donc, mais un exemple qui est intéressant, c'est celui de l'arrivée des tableurs. C'est bien documenté. Quand les tableurs sont arrivés, surtout Excel, tout le monde prédisait qu'il y aurait un effondrement du marché des comptables. Et les courbes montrent que, oui, les comptables qui étaient en gras de papier ont quasiment disparu, et à la place, ils ont utilisé leurs compétences pour faire du conseil en investissement, du conseil en gestion, et là, les courbes sont vraiment stupéfiantes. Donc, il y a un remplacement après un déplacement des compétences. Donc, là, je faisais référence aux craintes sur le travail. Le travail, sur tout à fait, on va l'aborder, bien sûr. Sur les jobs, etc. Et on peut vraiment se dire que la nature humaine est tellement résiliente qu'elle arrive toujours à exploiter ce qui est une avancée technologique qui s'accompagne de risques pour l'existant pour en faire quelque chose de très riche, de très positif, et qui se traduit par plus de confort, plus d'inventivité et peut-être plus de mesures visant à protéger justement l'humanité et l'espèce humaine, en fait. Hein. C'est vrai que les fantasmes aussi autour des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle sont parfois aussi alimentés par des personnalités un peu hors normes, voire borderline, comme Elon Musk. Olivier Lascar, vous avez écrit sur Elon Musk. Et c'est vrai que ça n'aide pas, j'ai envie de dire, à assimiler, à bien appréhender ces nouvelles technologies. Oui, parce que s'agissant de l'IA, et ça participe de la sidération dont vous parliez tout à l'heure, on est habitué à en avoir peur. On a vu tout à l'heure cet œil rouge là derrière nous, qui est l'œil rouge de l'ordinateur dans 2001, l'Odyssée de l'espace, 1968, le film de Stanley Kubrick. Ça fait plus de 50 ans. Ça fait plus de 50 ans qu'on nous promet que l'intelligence artificielle peut devenir fou et précipiter, là, en l'occurrence, dans le récit du film, la perte d'une mission spatiale, puisque c'est ce qui se passe avec ce robot qui dans le film s'appelle HAL, H-A-L, il devient fou et la mission est détruite. On a longtemps dit que Kubrick avait choisi HAL parce que c'était le déplacement d'une lettre de IBM, ce qui n'a jamais été confirmé par le réalisateur. Mais ce pronostic, aujourd'hui, on a l'impression de le toucher du doigt. Ça nécessite néanmoins qu'on fasse tout de suite un distinguo sur les différentes catégories d'intelligence artificielle. Il y en a deux principalement.
L'intelligence artificielle du film et celle qui fait peur, c'est l'intelligence artificielle forte, dite forte. C'est celle qui est capable de faire semblant d'être un humain. C'est celle qui est capable d'avoir une intelligence comparable à celle de l'humain. Et l'autre catégorie, c'est l'intelligence artificielle faible. Techniquement, aujourd'hui, dans les labos et hors des labos, ce qui existe, c'est l'intelligence artificielle faible. Nous, à Sciences et Avenir, on fait des papiers depuis, j'allais dire, fort longtemps, depuis tout ce que vous avez décrit, Monsieur Naon, sur le développement des processeurs graphiques, l'accès à des données, donc le développement au web, à l'intelligence artificielle avec le machine learning. On parle d'applications d'intelligence artificielle faible, avec un programme, par exemple, qui va être capable, dans des parcs en Californie, de détecter la moindre fumerole pour annoncer l'incendie à venir, ou pour piloter un drone mieux qu'un opérateur humain. Mais si le programme de pilotage de drone, on lui demande de détecter l'incendie, il y verra que quick. L'intelligence artificielle forte, c'est celle qui est capable de tout faire. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des personnalités qui s'en inquiètent. Elon Musk est très emblématique de ce mouvement, puisque dès 2014, il commence à faire des sorties médiatiques en disant l'intelligence artificielle fait peser un risque existentiel sur l'espèce humaine. Et en même temps, il en est le promoteur. Complètement. Alors là, on est dans le double jeu du personnage, parce que sans intelligence artificielle, il n'y a pas Tesla, il n'y a pas la vision de Tesla. Donc ce serait cantonné à un personnage comme Musk, qui est très important dans l'histoire des technologies contemporaines. Il ne faut surtout pas le limiter dans une posture ou une position d'olibrius ou d'imposteur. Ce n'est pas du tout ça, Musk. Mais bon, il est excessif. Néanmoins, quand il fait une lettre ouverte contre l'intelligence artificielle, sur les dangers de l'intelligence artificielle, elle est quand même contresignée par Stephen Hawking, qui est un des scientifiques, il est mort il y a peu de temps, un des scientifiques les plus importants qu'on ait connus dans l'époque contemporaine. Donc cette peur, elle est réelle. Et récemment, dans la crise d'OpenAI, cette crise ce psychodrame pendant quelques jours, le feuilleton autour de Sam Altman, viré, revenu, etc. On a vu apparaître clairement sur la scène médiatique un des cofondateurs d'OpenAI, qui est Ilya Sutskever, qui est un vrai génie de l'informatique, et qui a été l'un des organisateurs de la chute temporaire de Sam Altman, parce que justement, lui redoute ce qui peut se passer. En disant, si on peut programmer une intelligence artificielle pour faire en sorte qu'elle donne l'impression d'être plus intelligente que ceci, plus intelligente que cela, jusqu'où ça peut aller ? Elle peut dépasser les limites. Et lui défendait une approche très encadrée de l'intelligence artificielle, qui n'est pas l'approche business qui a gagné avec Altman. Oui, donc on voit bien, Georges Naon, vous qui avez été pendant longtemps un observateur de la Silicon Valley, qu'il y a les deux tendances qui s'affrontent, effectivement. Oui, et là, c'était un exemple d'abord de leur techno-exotisme, l'idée qu'ils peuvent changer le monde à leur façon, contre l'établissement de la côte est des États-Unis en général. Il y a eu, c'est très bizarre d'ailleurs dans cette affaire OpenAI, là, il y a eu, qui est une société à but non lucratif qui a été créée pour faire en sorte que les inventions dans l'IA ne soient pas préjudiciables à l'humanité. Enfin. Et il y a eu donc ensuite cette explosion d'innovation dans cette société qui a donné envie à son copatron, là, donc Sam Altman, d'aller sur le marché très rapidement, de lancer ses produits et puis de lever des quantités d'argent considérables quand même, notamment bien sûr surtout de Microsoft. Mais malgré tout, il y a énormément d'argent. Sa société est valorisée, je crois, à 86 milliards de dollars pour une société qui n'est pas commerciale. C'est quand même beaucoup. Alors, mais ce qu'il y a derrière, c'est quand même cette culture très bizarre de la Silicon Valley, des entrepreneurs, qui est une confrontation entre la volonté d'avancer, de changer le monde à toute vitesse, c'est les accélérateurs, les gens qui veulent accélérer. Et Altman, en fait, bizarrement, se trouve dans ce camp-là.
alors il dirige une société qu'il a contribué à créer pour aller plus doucement, en fait. Hein, c'est du côté des gens qui ont peur des cataclysmes. Et ce qui est arrivé là, je voulais le dire au passage, est spécifique à l'environnement juridique en Californie, pas partout, seulement dans 3 États, dont la Californie. C'est que dans les contrats de travail, il est interdit de mettre des clauses de non-concurrence. Moyennant quoi, quand Sam Altman a été recruté immédiatement par Microsoft avec son collaborateur, vous avez 90% de la société qui a dit « s'il ne revient pas, nous partons ». Et ils allaient pouvoir le faire alors qu'ils détiennent l'accès à des informations très importantes pour la vie de l'entreprise qu'ils allaient quitter. Et donc ils ont gagné. Et c'était vrai qu'ils allaient pouvoir partir. D'ailleurs, Microsoft avait dit on recrute tout le monde. Et en plus, ça aurait été une bonne affaire parce qu'ils n'auraient rien payé pour les recruter. Et donc ça, si on parle du sujet de la différence entre l'Europe, la France et les États-Unis sur ces questions d'IA, ça c'est un point très important. C'est la fluidité du marché du travail qui est due à l'absence de clause de l'interdiction. L'interdiction même. Ah oui, complètement. Une des principales craintes aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, c'est est-ce que nos métiers vont bientôt être remplacés par l'intelligence artificielle? Est-ce que ces impacts sont peu ou prou mesurés aujourd'hui? Nathan Stern, quelle est votre opinion? Alors avant de donner mon opinion, je veux dire un mot de ce que c'est une opinion. Une opinion, c'est un outil de synchronisation pour Sapiens qui lui permet de ne pas être exclu de la communauté des gens qui pensent à peu près correctement. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on a 40% des Américains qui pensent que Dieu a créé l'homme il y a moins de 10 000 ans. 40% des Américains pensent que Dieu a créé l'homme il y a moins de 10 000 ans. Pourquoi cette opinion? Parce que ne pas avoir cette opinion, c'est courir le risque d'une exclusion sociale. Donc au moment où je parle, je suis bien sûr en quête de vérité et de sincérité. Mais je suis aussi en quête de protéger mon statut au sein du groupe et de ne pas perdre l'estime qu'on a peut-être, que je vais peut-être essayer d'obtenir. Donc, moi, je dirais que c'est très difficile de penser librement lorsque notre narcissisme est atteint. Pourquoi 40% des Américains pensent qu'il y a moins de 10 000 ans, Dieu les a créés, Dieu a créé l'homme? Parce que c'est très avantageux d'un point de vue narcissique de se dire on n'est pas comme les chats, les chiens, les blattes. On a une spécificité, on est à l'image de Dieu. Et nous, en ce moment, on vit un moment un petit peu copernicien, où on nous dit notre monopole sur l'intelligence est fortement ébréché. Alors, on sait bien qu'on est battu aux échecs, aux dames, au go. On sait bien qu'on est battu à la plupart des pratiques spécialisées. Mais là, on nous parle d'une forme d'épisode où on est détrôné de notre capacité à être intelligent de manière diffuse et ouverte, et a priori. Et cette humiliation que nous devons vivre, on n'a pas envie de la vivre. Et comme on est des sapiens et qu'on est très attaché à notre statut, on est, à mon sens, extrêmement biaisé, et on a très fort envie de se référer au passé pour se rassurer sur l'avenir. Et moi, mon père me dit souvent, même quand il roule à 70 sur l'autoroute, « Écoute, j'ai jamais eu d'accident, il n'y a aucune raison que j'en ai maintenant. » C'était censé être drôle parce que normalement, les statistiques montrent que souvent le premier accident est le bon. C'est pas parce qu'on n'a pas été soumis à une catastrophe et qu'on a toujours su être résilient face au progrès technologique que ce progrès technologique-là nous inspirera la même résilience. Ça me paraît essentiel d'avoir du recul par rapport au fait que beaucoup de choses se sont produites à un moment donné pour la première fois. Et si on parle à un agriculteur d'aujourd'hui, qui a peut-être 70 ans, il nous racontera l'énorme effondrement du monde agricole. Aujourd'hui, on est 1,5% à travailler la terre en France, et c'était il y a quelques années des chiffres beaucoup plus importants. Donc, parfois, il advient des choses très, très radicales. Je pense que nous allons tous, dans nos emplois actuels, être remplacés pour les emplois actuels par des machines, par des IA. Mais nous pourrons... Tous? Oui, je pense tous. Mais nous pourrons exercer bien d'autres métiers et faire à ces IA les métiers que nous faisons aujourd'hui. Et moi, de manière un peu systématique, j'essaie de faire à l'IA l'intégralité des tâches que je fais dans le cadre de mon métier, ou en tout cas d'être très fortement accompagné. Et j'y arrive toujours à peu près. Donc ça me prend du temps de briefer, de former des agents
virtuels qui vont pouvoir faire le travail que je fais, mais ça marche. Et je pense que j'ai un métier où il y a très peu de process, très peu de spécialisation, donc c'est un métier a priori peu exposé à l'IA. Donc je dirais, nous allons, dans les emplois que nous exerçons aujourd'hui, être remplacés par des IA que nous allons piloter. Donc nous n'allons pas perdre nos emplois, pour autant que nous ne sommes pas terrassés par la peur de perdre nos emplois. Pour moi, il y a une chose à faire quand on est, par exemple, traducteur. Donc, tous les traducteurs sont en train, en ce moment, de perdre leur travail, puisque les clients de ces traducteurs, sauf les traductions de littérature, les clients de ces traducteurs ont le choix d'une option quasi gratuite, très fiable. Il y a une petite relecture par un traducteur humain pour éviter les aléas, mais en gros, cette profession-là, elle est déléguée à des machines. Et heureusement, les traducteurs peuvent se dire, OK, une partie de mon travail, la traduction elle-même, a été préemptée par des machines qui sont gratuites, quasiment, et tout aussi compétentes que moi. Je vais pouvoir faire un pas de recul, un pas de côté, et avoir ce travail parmi mes emplois, et être le meilleur expert de tous ces outils qui permettent à un client de s'exprimer dans des langues diverses. Et c'est pas seulement qu'il y a un remplacement de ces métiers, c'est aussi que les machines font des choses que nous ne pouvons pas faire en tant qu'humains. Récemment, j'ai donné une conférence en italien avec les mouvements de mes lèvres qui étaient en adéquation avec ce que je disais en italien. J'ai jamais appris l'italien. C'est une IA spécialisée dans la génération de traduction. C'était non seulement mon contenu, mais c'était ma voix. Si je parlais italien, ça aurait été mon timbre, mon intonation, et c'était les mouvements de mes lèvres. Un humain ne peut pas faire une telle chose. Un humain ne peut pas produire les œuvres de Edward Hopper 2023. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire, et c'est un régal, à des IA qui vont nous donner des moyens inédits. Et donc je dirais, assumons tranquillement, sereinement que nos emplois d'aujourd'hui seront remplacés, et que nous pouvons être ceux qui remplaçons ces emplois, enfin tirons parti de ces IA pour exercer nos métiers. Georges Naon, vous êtes d'accord avec ce constat? L'IA génère du progrès, donc on va devoir s'adapter et donc développer de nouvelles compétences. Oui, alors comme dans toutes les technologies qui avancent très vite, il y a une dimension magique qui fait que les gens vont naturellement vouloir s'en emparer, comme ça c'est fait pour la micro-informatique et Internet en fait. C'est les meilleurs exemples qu'on puisse avoir. Et ça, effectivement, déplacer des activités qu'on ne fait plus parce qu'on les a déléguées à des systèmes qui les font très bien, et surtout, et j'ajoute, parce qu'on ne l'a pas encore dit, très très rapidement. Il y a un gain en efficacité qui est considérable, qui est dû à la rapidité d'exécution de ces systèmes, en fait. Si vous avez utilisé ChatGPT, vous avez pu vous en rendre compte vous-même, ou même DALL-E, ou des choses de ce genre. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a à court terme une période dans laquelle notamment l'école blanc, enfin donc les cadres, risquent d'avoir des difficultés quand même à trouver leur rôle là-dedans. On le voit par exemple dans le monde juridique, les avocats ont très vite compris ce qu'ils pouvaient en faire, et d'ailleurs c'est un des marchés qui utilise très très bien maintenant l'IA générative, même un peu trop. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire à New York où deux jeunes avocats ont fait faire des plaidoiries à ChatGPT intégralement, et donc le juge a remarqué que il y avait 6 cas qui étaient cités dans les plaidoiries qui n'ont jamais existé. Mais totalement, les noms étaient précis, les lieux où ça s'était produit. Et donc, évidemment, ils ont été mis sur la sellette. Et du fait de leur jeunesse, le juge a été conciliant et les a condamnés à des petites peines, et notamment à bien vérifier. Et je voulais en venir à ça, c'est que tous ces systèmes aujourd'hui, ça va bien évoluer parce que ça va très très vite. La contrepartie de la vitesse et de la richesse, de la diversité de ce qui nous est proposé, qui va nous donner des idées pour faire autrement et mieux. La contrepartie, c'est qu'il faut tout vérifier, parce que ce sont des systèmes statistiques, probabilistes. Je parle surtout du texte. Et quand je parle du texte, je parle aussi de l'informatique. On n'en a pas encore dit un mot, mais c'est une des premières applications qui a été identifiée, c'est l'écriture de programmes informatiques, ou la vérification de programmes informatiques. Donc c'est des gains aujourd'hui de l'ordre de 35% aux États-Unis. Enfin, j'ai pas les statistiques en Europe, mais 35% pour les développeurs, les programmeurs. Donc vous imaginez à quelle vitesse on peut maintenant mettre au point des logiciels, les tester, les incrémenter, ce qui peut poser des problèmes d'ailleurs aux directions informatiques dans les entreprises, parce que tout le monde va pouvoir programmer
simplement en parlant, puisque maintenant on peut parler à ces systèmes plutôt. On peut écrire aussi, on peut taper sur un clavier, mais on peut dire il faut me faire une fonction qui va me permettre de prendre le stock et de vérifier si mes fournisseurs ne vont pas subir des problèmes suite à la crise au Moyen-Orient et quel impact ça peut avoir sur la fourniture de... Et puis paf, 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 le programme sort, il est fait, il tourne, et la direction informatique n'est entre guillemets pas au courant, et elle ne sait pas maintenir, entre guillemets. Et si la personne quitte la société, on ne sait pas, il n'y a pas une trace de ce qui a été fait qui puisse être maintenu. Mais l'apport est considérable, ce qui fait que tout le monde va s'ajuster, les directions informatiques vont s'ajuster. Je pense qu'elles vont demander beaucoup plus de budget l'an prochain pour l'IA que cette année. Mais tout ça crée de la richesse. Hein. Ça crée énormément ça génère certes de l'adaptation, mais de la richesse. Ça a été bien illustré par Nathan avec les images, parce que bon, c'est ça qui capture la fascination des gens. Quand vous montrez ce que vous pouvez faire simplement, ça se fait en 7 secondes, 8 secondes, au mieux. Hein. C'est souvent moins que ça. Vous vous dites, moi j'ai fait faire j'ai fait faire le Champ de Mars et la Tour Eiffel à la mode des impressionnistes. Je vous assure que vous achèteriez le travail qui a été fait en 7 secondes. J'ai demandé de faire le déjeuner des canotiers de Renoir par Picasso. C'est quelque chose que, je pense, si je l'exposais là, vous l'achèteriez. Donc c'est très impressionnant et c'est très riche. Et donc c'est très... ça engage les gens, les collaborateurs, les collaboratrices, les gens du monde du travail sont mobilisés pour utiliser ces systèmes pour avancer. Alors il y a une part de jeu, mais on l'a vu aussi avec Internet. Souvenez-vous, au début, les gens se connectaient depuis les entreprises à Internet sans contrôle. Et puis les contrôles sont arrivés après. Après, on a fait des Internets à l'intérieur des entreprises, des intranets pour en fait profiter de tout ça. Donc le tout a quand même avancé avec des usages nouveaux et les compétences nouvelles sont apparues, parce qu'il faut des compétences nouvelles quand même. Et surtout, ça a dégagé du temps très utile pour les collaborateurs et les collaboratrices pour faire autre chose, faire plus de contrats, faire plus de propositions, faire plus d'analyse de marché, ce genre de choses. Donc, franchement, je crois que c'est un environnement très positif. Olivier Lascar, je ne sais pas si le constat sera le même dans le domaine du journalisme, parce qu'on parle d'images, donc manipulation des images, on parle aussi de fake news qui sont plus facilement faisables grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, il y a peut-être pas mal de risques, non ? Oui, c'est un outil formidable pour fabriquer de la fake news. Il y a un cas de figure qui a été expertisé par des collègues récemment, la rédaction de NewsGuard, qui est un site qui travaille sur la question des fake news, qui travaille à remonter les filières, les pistes. Et il y a une histoire qui a été extrêmement virale, là, évidemment, dans la période de ce qui se passe entre Israël et le Hamas, à propos d'un papier qui rapportait que le psychiatre de Netanyahou, un certain Moshe Yatob, s'était suicidé en laissant une note, comme ça peut arriver dans ces circonstances, extrêmement lourde vis-à-vis de Netanyahou, expliquant en quelque sorte qu'il n'en pouvait plus, quoi, et que c'est le psychiatre qui se suicide. Cette histoire, elle a été extraordinairement virale et NewsGuard s'est rendu compte qu'elle provenait d'un site pakistanais qui est une sorte de Gorafi local, si je puis dire, qui s'appelle Village Global Place, qui a inventé cette histoire en utilisant l'intelligence artificielle, que cette histoire ensuite a été reprise par quantité de sites, elle s'est retrouvée à la télé iranienne. Donc là, l'IA sert à fabriquer, mais elle sert aussi à blanchir en quelque sorte, comme on blanchit de l'argent sale. Parce qu'aujourd'hui, on a fait l'expérience avec un de mes collègues, Mathieu Novak, à Sciences et Avenir, on a utilisé ChatGPT via Bing, puisque Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft, et Microsoft, évidemment, a mis des milliards dans ChatGPT et OpenAI parce que pour eux, c'est la perspective de l'utiliser dans leur propre moteur de recherche pour enfin gagner des parts de marché face à Google. Donc sur Bing, il y a une option pour dialoguer avec ChatGPT. Et dans cette option-là, on a demandé, est-ce que tu peux me donner des infos sur Moshe Yatob ? Et alors, le ChatGPT nous répond, c'est un psychiatre israélien qui vient de mourir en se suicidant. Bon. Et alors on lui dit,
Bon, tu sais, alors on ne sait jamais comment leur parler, s'il faut les tutoyer, les vous voyez. Bon. En tout cas, d'après NewsGuard, c'est une information qui est fausse et qui est montée de toutes pièces. Et là, il répond en disant non, je pense que mes sources sont bonnes, je maintiens ma version. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Parce que c'est ça qui est fondamental avec ces outils-là, ça n'est pas fiable. Ça a été dit, c'est une approche statistique. ChatGPT a été entraîné, ChatGPT et les autres programmes, parce qu'ils s'y mettent tous. Google a Bard, Baidu, le chinois, a sa propre solution. Ils sortent tous des solutions. C'est une méthode statistique. Ils ont été entraînés en mangeant des milliards de documents et statistiquement, ils savent comme ça qu'après tel mot, c'est plutôt tel autre qui va venir. Et ça fait à la fin un logiciel qui est un beau parleur, mais qui n'est pas fiable du tout. Donc pour des journalistes, effectivement, alors avant de parler des journalistes, peut-être, ça entraîne quand même une problématique très forte au niveau du grand public, parce qu'il y a une confusion qui s'est d'ores et déjà installée. Oui. ChatGPT n'est pas un moteur de recherche. Ça sert à rien de demander à ChatGPT son avis sur pourquoi le ciel est bleu ou est-ce que la 5G c'est nocif, quoi. Ça sert à rien. Parce or les gens ont tendance à l'utiliser comme un moteur de recherche, ChatGPT. Il y a déjà au moins un tiers, ça a été chiffré par un autre site d'observateur, je crois que c'est WeDo Data. Il y a au moins 30% des utilisateurs français de ChatGPT qui l'utilisent comme un moteur de recherche. Et là, c'est une confusion suprême. Pour les journalistes, ça nécessite, du coup... Alors d'abord, il ne faut pas tomber dans une forme de déni. Parce que les journalistes sont une profession qui est quand même assez conservatrice, de mon point de vue et de mon expérience. On a vu passer différentes bulles successives, différentes modes, et on pourrait se dire, il faut faire le dos rond, celle-là va passer. Moi, je ne crois pas qu'elle va passer du tout. Je ne crois pas du tout, pour les raisons que je viens de dire, que ChatGPT ou équivalent soient des outils qui vont remplacer les journalistes comme ça en l'état immédiatement. C'est-à-dire, ils ne vont pas faire l'article à la place des journalistes. Par contre... ça peut être un outil formidable pour s'affranchir de la peur de la page blanche, par exemple. On sort d'une conférence, peut-être qu'il y a des journalistes dans la salle, ils sont en train de prendre des notes. Monsieur Naon a dit ceci, machin a dit cela, etc. On arrive à la rédaction, on a une feuille avec plein de notes jetées sur le papier, on les rentre dans la machine. ChatGPT, fais-moi un premier jus. Il sort une première copie dont le fond est fiable, parce que c'est moi qui l'ai mis. J'ai écouté, je sais que j'y étais. Évidemment, ce qui me sort, c'est pas dans le style que j'attendais, c'est pas dans la patte de mon média. Donc je l'aurais écrit, mais je l'aurais écrit comme je pourrais réécrire la contribution de n'importe quel interlocuteur, n'importe quel collaborateur ou collaboratrice. Donc oui, les journalistes doivent absolument s'en emparer, et ça pose la question de la charte. Parce que dans les médias, mais c'est une problématique aussi que vous avez décrite, il faut se mettre d'accord sur la façon dont on l'utilise. Dans les médias, c'est super important, ailleurs aussi, parce que quand l'informaticien dans son coin, il fait ses lignes de code et que l'entreprise dans son entièreté, elle n'est pas au courant, ça pose des problèmes d'étanchéité de l'information, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est tous des non-salariés d'OpenAI dans cette affaire, parce que quand on l'utilise, quand on le fait travailler, on le perfectionne et on lui livre des données. Donc, si l'entreprise ne sait pas ce que deviennent ces données, ça peut être catastrophique. Et les journalistes doivent se mettre d'accord collectivement, en tout cas rédaction par rédaction, sur la façon dont on utilise cet outil. Mais surtout, il faut s'en emparer, quoi. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Parce qu'effectivement, Nathan Stern, l'impact de l'intelligence artificielle peut être très importante sur notre perception du monde. C'est un domaine aussi sur lequel vous travaillez. Absolument. Notre perception du monde, comme on l'appelle, en fait, n'est pas une perception. Nous ne sommes pas capables de percevoir le monde. Nous avons, comme nos smartphones, des capteurs. On en a 2, comme souvent les capteurs. Parfois, ils en ont plus. On a des micros, ça s'appelle les oreilles. Et à partir de signaux et de conversations avec des pairs, nous produisons des représentations que nous appelons un peu orgueilleusement perception. En fait, on sait bien aujourd'hui que le cerveau est incapable de percevoir. Le cerveau a des représentations, des genres d'hallucinations qui sont validées par une forme de sentiment de confirmation. Donc, on sait à peu près deviner qu'en ce moment, on n'est pas en train de rêver. Parce que peut-être il y a eu
un inconfort caractéristique des moments de veille. Mais si on était en train de rêver, ça pourrait ressembler à un certain degré. Et donc, nous n'avons pas de perception, nous avons des représentations. Et des machines ont fait leur apparition qui nous donnent une forme de perpétuelle validation de ce que nous croyons. Et quand on regarde les chiffres, c'est spectaculaire, des plateformes sociales comme TikTok, Instagram, YouTube, on voit que lorsque TikTok entre dans la vie d'un Français, il va lui prendre 93 minutes par jour. 93 minutes par jour. YouTube, c'est 74 minutes par jour. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une rencontre se fait entre un enfant, un adolescent, un jeune homme, une jeune femme et TikTok? Il découvre un monde où l'information est personnalisée et où il ne va être exposé qu'à des informations susceptibles de lui donner du plaisir, des émotions, de l'engagement. Et il va pouvoir vivre avec une sélectivité extrême dans les faits qui vont lui être relatés, dans les opinions qui vont lui être relatées. Et moi, je suis toujours fasciné de voir combien la quasi-totalité de notre vie numérique est ultra personnalisée. Quand je regarde le Netflix des membres de ma famille, le flux YouTube, le flux Facebook, je vois des contenus auxquels moi, je n'accède jamais. Donc le monde qu'on me raconte à travers ces algorithmes très sélectifs qui me donnent ce que je veux entendre est un monde incroyablement incomplet. Ça a toujours été vrai, mais cette fois-ci, il y a vraiment une problématique de désynchronisation de notre relation au monde. Chacun vit dans un monde spécifique, singulier, sur mesure, et le concept du dîner de Noël, où on va rencontrer l'oncle, le beau-frère qu'on revoit une fois par an, devient quasiment impossible, tant chacun de nous s'est enfermé dans des représentations tout à fait spécifiques. Et Alain Bauer l'a très bien dit tout à l'heure, on devrait avoir un diagnostic partagé. Il faudrait qu'au moins sur les faits, on soit d'accord. Et on est très très loin de cette réalité-là. On a 37% par exemple des Français qui sont aujourd'hui climato-sceptiques. 37%. 37% des gens qui considèrent qu'il y a une forme de harcèlement médiatico-politique suspect sur cette idée que l'homme serait responsable du dérèglement climatique. Et ces gens qui font partie de ces 37%, ce ne sont pas des ignares ou des idiots, ce sont des gens qui ont forgé leur représentation de la situation sur la base des observations qu'ils ont faites via les médias par lesquels ils s'informent, des expériences qu'ils ont faites d'interaction avec d'autres personnes qui pensent comme eux, etc. Donc, la personnalisation de l'information, elle est très différente de la personnalisation du commerce, par exemple, parce qu'elle a des conséquences, je pourrais presque dire avec un peu d'emphase, tragiques, sur notre capacité à vivre ensemble. Si on n'est même pas d'accord sur les faits les plus notoires, si on n'est jamais d'accord sur les sources qu'on considère légitimes pour se représenter une réalité, ça va être compliqué. D'où l'intérêt d'équiper chacun de nous, quelque part, d'un partenaire, d'un coach qui nous aide à savoir si les informations sont fiables. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est très avantageux d'avoir accès à des informations fiables. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur le fait que les gens vont se rendre compte que la vérité, c'est beaucoup mieux pour faire des choix, pour arbitrer, pour s'orienter dans l'action, que l'illusion. Et la vérité finit toujours par gagner. On le voit à chaque fois qu'un champ est investi par la science, en fait, il n'y a plus de discussion parce que les données, les datas, les faits ont une forme d'autorité que n'ont pas les discours fantaisistes. Et à chaque fois qu'un territoire, un champ de l'activité humaine est préempté par une démarche scientifique sérieuse et robuste, elle gagne. Voilà. Oui, parce que pour l'instant, Georges Naon, les tentatives d'encadrement, de réglementation, d'une façon générale, des plateformes numériques, puis là, il y a des tentatives d'encadrement aussi de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ça n'aboutit pas. Ça aboutit un peu, mais pas de façon homogène dans le monde entier. Il y a pas mal d'anxiété dans les gouvernements, un peu partout. Il y a même, vous avez peut-être vu en Europe, une sorte de dissension entre d'un côté les Allemands, les Italiens et les Français et le reste de l'Europe, qui est apparue en fait récemment, alors que tout le monde avait l'air d'accord. Il y a vraiment une volonté, à mon avis. Et qui s'explique comment, selon vous, cette dissension ? Je pense que c'est lié au fait que, par exemple, les Britanniques ont
ont changé d'avis en cours de route, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à dire il est urgent de pas réglementer, alors qu'ils ont fait ce grand meeting à Londres. À Londres dernièrement, effectivement, récemment, autour de l'intelligence artificielle, pour justement essayer d'encadrer l'intelligence artificielle. C'est exactement ça, et puis ils se sont dit finalement, non, bon, il y a un lobby énorme des entreprises qui sont dans ce secteur-là et c'est pas idiot non plus ce que disent les entreprises, de ne pas réglementer la technologie, mais réglementer plutôt les applications. Donc il y a actuellement une sorte d'incertitude sur ce que feront les Chinois, ce que feront les Nord-Américains, ce que feront les Européens. Il n'y a pas vraiment d'entente, mais il y a au moins une chose qui est positive, c'est que tout le monde veut quand même trouver la façon de faire un cadre. Les Européens sont probablement beaucoup plus avancés que les autres continents pour trouver un cadre avec des obligations par exemple, de pouvoir remonter en arrière. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les premiers systèmes, ceux avec lesquels on s'est familiarisé avec l'IA générative, l'IA et l'IA générative, ont été faits de façon un peu brouillon, hein, et donc on ne sait pas vraiment expliquer d'où vient pas l'information, parce c'est pas des bases de données, hein, ces trucs-là, c'est des systèmes qui reconçoivent mot par mot, lettre par lettre, petit bout de mot par petit bout de mot, ce qu'on vous sort. Même chose pour les images, hein, c'est chaque pixel de l'image, c'est pas des collages ou du mixage. Donc cette partie-là, donc l'information de base est quelque chose qui est très sensible aussi. C'est quelque chose que je voulais dire ici, c'est que la partie données et information qui sert à former, entraîner tous ces modèles donc linguistiques qui sont derrière les IA qu'on utilise, commence à poser des problèmes, parce que la première vague avec ChatGPT par exemple et ses concurrents s'est servi abondamment, et ils ont sûrement bien fait, sur l'Internet public. Et là, on arrive quasiment d'ici 3-4 ans, on arriverait, selon pas mal d'études, à la limite, on n'aura plus assez d'informations pour former les grands systèmes comme ChatGPT. Alors, on est passé à une étape très curieuse où ce sont des IA qui fabriquent des données artificielles pour s'alimenter. Donc il y a quelque chose d'assez bizarre. Et c'est tellement bizarre... Donc on a une espèce de carence de données, c'est ça? Carence de données, oui. Carence tout à de fait. données. En excluant, bien sûr, toutes les données inaccessibles qui sont dans les entreprises, dans les institutions, qui, elles, vont justement permettre de booster une nouvelle vague d'IA, l'IA entreprise, en fait, l'IA générative entreprise, parce que toutes ces données ne sont pas disponibles. Mais le fait d'imaginer qu'on ait besoin de créer des données par un IA pour alimenter peut-être le même IA, c'est quand même très intéressant. Et ça a donné des résultats qui ne sont pas mauvais, sauf que certains résultats sont épouvantables. On appelle ça l'effondrement, dans le collapse en anglais, c'est-à-dire que le système se met vraiment à partir en folie, à dire n'importe quoi, parce que probablement qu'au départ, on avait alimenté, sans s'en rendre compte, le premier système avec des erreurs qui, dans la masse, se sont diluées. Voilà. Ouais. Et puis qui réapparaissent quand on fait des données, quand on crée des contenus artificiels. Et l'autre risque, là on parle d'ici 3-4 ans, 90% du contenu Internet sera fait par des IA. Ce qui pose des problèmes que vous avez déjà évoqués d'ailleurs, des problèmes d'identification des origines. Véracité, oui, tout à fait. Oui, et puis la responsabilité bien sûr sur les contenus. 90%, donc ça veut dire que on a intérêt à, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'OpenAI vient de former une alliance pour les données. Donc, ils proposent à qui veut bien venir travailler avec eux de fabriquer ou de mettre au service d'un nouveau projet qui est de faire des IA propres, d'apporter des données. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être des laboratoires scientifiques. Et je pense que cette direction-là est très intéressante parce que ça va permettre d'aller dans la deuxième phase de l'IA. L'IA qui va être nourrie non pas par les données de l'Internet, parce qu'à un moment donné, on ne va pas nourrir les IA avec ce qu'ils ont eux-mêmes produit. Oui, c'est une extension sans fin. Oui, puis bon, l'intérêt va décroître au fur et à mesure. Donc l'empoisonnement d'Internet progressif va laisser la place à la création la création et la mise à disposition des IA de données de bien meilleure qualité qui sont non seulement vérifiées, dont les sources sont connues et qu'on pourra taguer. Notamment Google travaille sur le filigrane numérique de façon à ce qu'on puisse dire ça c'est fait par un IA, cette publicité sur un abribus c'est fait par un IA, ce discours d'un président de je ne sais quoi c'est fait par un IA ou pas. Donc on va pouvoir
aller dans un monde où on saura ça. Après, on prendra la décision d'utiliser ou non ces produits-là. On parle beaucoup d'entreprises américaines, pas beaucoup de sociétés françaises ou européennes. Est-ce que c'est un gros problème, ça, Olivier Lascar? Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de trouver une place pour des entreprises françaises ou européennes dans tout ce système-là? Il y a un paradoxe parce qu'il y a des gens d'excellence en France. Le patron du laboratoire d'intelligence artificielle de Meta, qui est le nouveau nom de Facebook, hein, comme vous le savez évidemment, c'est Yann Lequin qui est français, mais qui a fait sa carrière aux États-Unis. Comme beaucoup de très bons mathématiciens français, effectivement, qui travaillent dans ce domaine-là. Oui, mais on a quand même des instituts savants comme INRIA, qui sont des spécialistes mondialement reconnus sur ces questions-là. Mais pour faire le joint avec le monde de l'entreprise et proposer des solutions comme celle d'OpenAI, par exemple, et là, c'est un peu le désert des Tartares, quoi. Alors j'exagère un peu parce qu'il y a des expérimentations, il y a cette nouvelle, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler société, c'est Qt.IA, lancé par Xavier Niel. Lancé par Xavier Niel et Rodolphe Saadé et Eric Schmidt. Pour essayer de retenir en France et en Europe des cerveaux, voilà, simplement. Ancien de Google. Il lance une structure qui est assez comparable à celle d'OpenAI, mais avec des financements qui sont epsilonesques. Donc la position en Europe et en France, on est très fort pour établir des règles. On le voit avec le RGPD, on le voit avec le DSA, DMA. C'est bien, hein, c'est très intéressant, c'est très utile. Mais on n'a pas les mêmes capacités financières, notamment? J'en ai peur, oui. Moi j'ai l'impression, je peux prendre la parole, j'ai l'impression que les choses vont pas si mal. Et on a à chaque innovation technologique majeure, on parle du retard français, etc. Et en fait, quand on regarde rétrospectivement, on ne s'est pas mal sorti du tout du fait que, en l'occurrence, les Américains étaient leaders sur tout ce qui est numérique, en fait. On est toujours là, on a toujours des ingénieurs, on a toujours plein de sociétés, plein de startups, grâce notamment au financement de l'État, mais pas seulement. Il y a quand même plus de capital risque aujourd'hui et puis de fonds privés qui s'investissent dans des nouvelles sociétés ou des sociétés en croissance. Il y a un problème de différence fondamentale, je prends à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'aux États-Unis, dans l'IA, ce sont des entreprises, de tout ce qui a été investi, on parle de plus d'une dizaine de milliards de dollars sur l'IA et l'IA génératif en 2023, donc 2 fois ce qui a été fait en 2022, c'est énorme, alors que le reste du capital risque, par exemple, a baissé significativement aux États-Unis. Là, on est en période de dépression pour la tech, mais pas pour l'IA et l'IA génératif. Et bien là, en fait, ce sont des entreprises qui ont investi, c'est-à-dire Microsoft, Google, Amazon, qui ont investi des sommes très importantes, dans plusieurs milliards de dollars, soit dans OpenAI, soit dans des entreprises concurrentes. On n'a pas l'équivalent en Europe, en France. Il n'y a pas un cas de figure que je connaisse où on peut dire une des sociétés du CAC 40, prenons l'exemple français, vient d'investir 2 milliards dans telle société. Il y a des problèmes d'ordre de grandeur, mais surtout le fait que l'impulsion vient non pas, comme le disent hélas beaucoup de Français, du gouvernement américain. C'est pas vrai du tout. C'est faux, ça. Le gouvernement américain passe des commandes, ça c'est vrai, et finance une partie de la recherche. Ce qui a donné Internet, mais une bonne partie d'Internet était déjà en train d'être mis au point dans les laboratoires d'entreprises privées aux États-Unis. On le dit jamais parce qu'on veut laisser penser que ça marche aux États-Unis parce que l'État intervient. L'État intervient pas comme on a l'air de le dire. Alors qu'en France, l'État intervient probablement trop. De mon point de vue, parce que vous voyez l'État présent dans des choses qui sont très utiles, comme BPI France, par exemple, qui font un travail remarquable d'investissement, y compris dans les tech, les deep tech, donc les tech profondes, comme l'IA d'ailleurs, accompagnées par INRIA et des gens comme ça qui sont très bons. Mais vous avez quand même une fuite de spécialistes français qui vont travailler. Enfin, Google, Facebook, toutes ces sociétés-là ont beaucoup de Français qui y travaillent et aux États-Unis. Donc, le modèle européen est un modèle qui est très différent du modèle même mental et culturel américain. Je ne devrais pas dire américain, je devrais dire Silicon Valley.
Parce que le reste des États aux États-Unis sont exactement comme la France par rapport à la Silicon Valley. Ils veulent tous faire leur Silicon Valley. Ils sont tous en train de râler qu'ils n'ont pas d'OpenAI chez eux, etc., etc. Donc c'est un phénomène très spécial à la Silicon Valley. Et on n'est pas. Je pense qu'on a. On fait une mauvaise analyse en disant qu'on est en retard. Je pense qu'on fait les choses différemment, ce que fait Xavier Niel, pourquoi pas, c'est utile. C'est juste qu'on n'est pas intéressé à passer à l'échelle. Moi, je dis souvent que... Notre échelle est plus petite, en fait. L'échelle est plus petite, la Le cohérence... marché européen, français. Il n'est pas très cohérent non plus, hein. Les différents pays, c'est différent. Et puis franchement, quand on regarde bien les motivations du monde de la recherche, notamment en France, je dis toujours, les scientifiques en France rêvent du Nobel, les scientifiques américains rêvent du Nasdaq. Donc c'est une approche différente. Et d'ailleurs, c'est pas incompatible. Il y a beaucoup de profs américains qui sont aussi prix Nobel, etc. Mais l'objectif, c'est de rentrer au Nasdaq ou au New York Stock Exchange avec une start-up, quelque chose de ce genre, lié aux résultats de nos recherches scientifiques. Alors que qu'en France, on est content si on a le prix Nobel, des médailles, et puis on a, moi je veux dire, nous sommes épicuriens, hein, en Europe et dans les pays latins en particulier, donc on a beaucoup plus d'intérêt pour la qualité de la vie. Olivier Lascar, en conclusion, je vais vous faire conclure tous les trois. C'est vrai qu'on a ce syndrome un peu du retard français, toujours un peu cette peur de ne pas être à la hauteur dans le domaine des nouvelles technologies, et du coup ça nous freine. Est-ce que ça nous freine? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une vraie appétence de la part des scientifiques et des chercheurs français, hein, c'est l'écosystème que moi je fréquente le plus avec Sciences et Avenir. Les étudiants aussi, hein, quand on va présenter notre travail dans les écoles d'ingénieurs, les universités, etc., il y a énormément d'idées. C'est bourgeonnant, c'est bouillonnant. Donc moi je crois résolument en la matière grise hexagonale. Nathan Stern, pour conclure. Moi, je dirais que ce qui va nous arriver dépend de notre attitude à l'égard de l'IA, et l'IA générative en particulier. Et plus on sera dans l'inquiétude, la peur, moins on sera disposé à faire usage de ces nouveaux écosystèmes, de ces nouveaux outils comme d'opportunités. Donc je pense que c'est vraiment stratégique de s'émanciper de sa peur, de se dire de toute façon, c'est là, ça sera là, ça va tout changer. Et comment je peux faire de cet événement quelque chose de fructueux, de bénéfique. Et à mon sens, vraiment, nos émotions, et notamment nos émotions un petit peu réactionnelles, notre inquiétude, peut être responsable d'une fragilisation de notre place dans le monde, de notre place dans le champ professionnel, alors qu'un engagement résolu, déterminé dans une utilisation fructueuse, bénéfique de ces outils, peut donner lieu à une utilisation fructueuse et bénéfique de ces outils. Voilà. Merci pour ce message positif. Georges Naon, un petit mot de la fin. Je continue à dire qu'il faut rester optimiste. En France, on fait beaucoup de choses. On va les faire différemment des États-Unis et du reste de l'Europe. On fait beaucoup de choses dans ces domaines. Ce qu'on peut souhaiter quand même, c'est plus d'investissements de grandes entreprises, de mon point de vue, et moins d'intervention de l'État. Je pense qu'on est arrivé à un point vraiment, c'est un paroxysme l'État se prend pour une start-up et c'est pas bon. Vous avez entendu que notre ministre, qui sera là cet après-midi, je crois, hein, je veux dire, en France, qui a réagi au chaos d'OpenAI? C'est pas le président de Thales, c'est le ministre du numérique qui dit, ça vous donne une image de ce qu'est, de la façon dont la France et ses dirigeants considèrent l'innovation technologique numérique. Donc c'est très bien qu'ils en fassent un peu, mais ils sont trop là à laisser penser à la nation qu'on fait du dirigisme économique, qu'on fait du colbertisme qui n'est plus à l'ordre du jour. Enfin, on a besoin que l'État passe des commandes.
Et ça, c'est fondamental. Et il faudrait peut-être, je n'ai pas regardé récemment, mais il en passe. L'armée et la défense fait beaucoup de choses, donc ça a salué beaucoup de choses dans l'IA, hein, en recherche, en développement de start-up. Mais il faut pas aller plus loin que ça. Il faut laisser le marché se développer. Comme disait Turgot, laisser faire, laisser passer. Bien, merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion vraiment passionnante autour de l'intelligence artificielle. Il y avait énormément de sujets qu'on pouvait aborder sur ce thème-là. Donc, en 1 heure, on était extrêmement contraints, réduits, et je suis sûre que vous aviez encore beaucoup de choses à dire sur pas mal de points. Donc, vous êtes peut-être un petit peu frustrés, mais voilà, la thématique est tellement large qu'on aurait pu effectivement en discuter pendant des heures. En tout cas, on vous applaudit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.